Le carillon de l'horloge grand-père résonna dans le salon de la demeure Belmont, marquant 18 heures, avec une solennité qui semblait amplifier le silence pesant de la pièce. Ariane Chevalier-Belmont ajusta machinalement sa robe de soie bordeaux et observa son reflet dans le miroir doré qui ornait le manteau de la cheminée. 31 ans, des cheveux châtains ondulés qui captaient la lumière tamisée des lustres de cristal et des yeux noisettes qui gardaient encore cette lueur d'espoir malgré 4 années de mariage glacial. Elle portait le parfum Chanel No. 05 que sa belle-mère lui avait offert lors de leur fiançailles, un cadeau qui ressemblait davantage à une instruction qu'à une attention. Une femme Belmont doit sentir l'élégance, avait-elle déclaré avec ce sourire pincé qui ne quittait jamais ses lèvres. Ariane avait accepté, comme elle acceptait tout dans cette famille où chaque geste était calculé, chaque émotion mesurée. Victor descendit l'escalier de marbre avec cette démarche assurée qui avait d'abord séduit Ariane lors de leur première rencontre au château de Versailles durant une réception diplomatique. 39 ans, des traits aristocratiques ciselés par des générations de noblesse française, des cheveux bruns toujours impeccablement coiffés et ce regard bleu acier qui semblait voir à travers les gens sans jamais les regarder vraiment. « Bonsoir, Ariane », dit-il d'une voix courtoise mais dénuée de chaleur, ajustant ses boutons de manchette en or massif. « La voiture nous attend. »« Bonsoir, Victor », répondit-elle avec la même politesse distante qu'ils avaient décultivée au fil des années. Ils se dirigèrent vers la Bentley noire sans échanger un mot de plus. Le chauffeur, M. Dubois, leur ouvrit les portières avec un salut respectueux. Ariane s'installa sur la banquette de cuir, maintenant une distance convenable avec son époux, comme l'exigeait leur étrange chorégraphie conjugale. Paris défilait derrière les vitres teintées, les Champs-Élysées illuminés, la tour Eiffel scintillante au loin, tous ces décors de cartes postales qui auraient dû inspirer la romance, mais qui ne faisaient que souligner l'ironie de leur situation. Ils vivaient dans la plus belle ville du monde, entourés de luxe et de raffinement, mais leur cœur habitait un désert émotionnel. « Nous dînerons chez les Montclair ce soir », annonça Victor sans la regarder, consultant ses messages sur son téléphone. « Le ministre de la Culture sera présent. Il serait approprié que tu mentionnes ton travail au musée d'Orsay. » Ariane acquiesça silencieusement. Elle était conservatrice adjointe au département des impressionnistes, un poste qu'elle occupait avec passion, mais qui, aux yeux de la famille Belmont, n'était qu'un passe-temps élégant pour une épouse bien née. Sa véritable fonction était d'être belle, souriante, et de représenter dignement le nom de la famille lors des événements mondains. « As-tu relu les notes que je t'ai laissées sur les invités ?» demanda-t-il enfin, levant brièvement les yeux vers elle. « Oui », répondit-elle simplement, bien qu'elle eût envie de lui dire qu'elle n'était pas sa secrétaire, mais sa femme. Mais à quoi bon? Ces mots resteraient suspendus dans l'air comme tous ceux qu'elle avait ravalés au fil des mois. Le silence retomba, ponctué seulement par le ronronnement du moteur et le bruit feutré de la circulation parisienne. Ariane repensa à leur lune de miel en Toscane, 4 ans plus tôt. Même là, dans les vignobles dorés sous le soleil italien, dans les suites luxueuses d'hôtels romantiques, Victor avait maintenu cette distance polie. Il s'était montré attentionné, prévenant même, mais jamais passionné, jamais présent. Elle avait essayé au début, des dîners aux chandelles qu'elle préparait elle-même, malgré les protestations de la cuisinière. Des soirées où elle mettait sa playlist de jazz français en sourdine, espérant créer une atmosphère plus intime. Des questions sur ses journées, ses projets, ses rêves. Mais Victor répondait par monosyllabes, remerciait poliment pour le repas et se retirait dans son bureau pour travailler. Petit à petit, Ariane avait cessé d'essayer. Elle s'était résignée à ce mariage de convenance qui satisfaisait les ambitions sociales de sa famille et les besoins d'image de celle de Victor. 2 personnes respectables, issues de bonnes familles, unies devant Dieu et la société pour former une alliance parfaite sur le papier. La Bentley s'arrêta devant l'hôtel particulier des Montclair, dans le 16e arrondissement. Victor descendit le premier et lui tendit galamment la main pour l'aider à sortir de la voiture, un geste automatique, dépourvu de toute tendresse. Ariane posa ses doigts sur les siens et sentit ce frisson familier, cette attirance physique, qu'elle n'arrivait pas à éteindre malgré l'indifférence de son époux. Il était beau, terriblement beau, et elle l'avait désiré dès le premier regard. Mais Victor semblait immunisé contre tout élan du cœur, comme si une armure invisible le protégeait de toute émotion véritable. « Tu es ravissante ce soir », dit-il machinalement en lui offrant son bras. « Merci », répondit-elle, sachant que ce compliment faisait partie du protocole, au même titre que les fleurs qu'il lui faisait livrer chaque vendredi. Des lys blancs, toujours les mêmes, choisis par sa secrétaire. Ils gravirent les marches du perron,
couple parfait aux yeux du monde, étrangers l'un à l'autre dans l'intimité de leur solitude partagée. Ariane redressa les épaules et afficha ce sourire gracieux qu'elle avait appris à maîtriser. Ce soir encore, elle jouerait son rôle d'épouse modèle, mais au fond de son cœur, une petite voix commençait à murmurer qu'elle méritait peut-être davantage que cette existence dorée mais vide. Le salon des Montclair bourdonnait de conversations feutrées et du tintement délicat des coupes de champagne. Ariane observait discrètement les invités depuis son poste près de la grande fenêtre qui donnait sur les jardins illuminés. L'élite parisienne s'était donné rendez-vous ce soir-là. Diplomates, industriels, membres de vieilles familles aristocratiques et quelques intellectuels triés sur le volet pour donner une touche culturelle à l'Assemblée. Victor évoluait avec aisance dans ce monde qui était le sien depuis l'enfance. Il discutait affaires avec M. Montclair, hochait la tête aux propos du ministre de la Culture, serrait des mains avec cette assurance naturelle de celui qui n'a jamais eu à prouver sa légitimité. Ariane l'admirait malgré elle, cette capacité qu'il avait à occuper l'espace, à commander le respect sans effort apparent. « Madame Belmont !» La voix stridente de Madame de Rochemont la tira de ses pensées. « Comme vous êtes élégante ce soir, cette robe vous va à ravir. » Ariane sourit poliment à la femme qui s'approchait, accompagnée de 2 autres dames de la haute société parisienne. Madame de Rochemont, 65 ans, veuve d'un magnate de l'industrie textile, était connue pour sa langue acérée et son mépris à peine voilé pour tout ce qui ne correspondait pas à ses standards. « Merci, Madame de Rochemont, vous êtes très aimable. Dites-moi, » continua la femme en se penchant légèrement, comme pour partager un secret, « comment va votre petit travail au musée? C'est charmant, vraiment, cette passion pour... Comment appelez-vous cela déjà? L'art. » Le ton condescendant fit tressaillir Ariane, mais elle maintint son sourire. « Je suis conservatrice adjointe au département des impressionnistes au musée d'Orsay. C'est effectivement une passion, mais aussi ma profession. » Madame Leclerc, une femme aux cheveux argentés parfaitement coiffés, gloussa. « Une profession, comme c'est moderne. De mon temps, les épouses de bonne famille se contentaient de gérer leur foyer et d'élever leurs enfants. » Le coup porta. Ariane sentit ses joues s'empourprer légèrement. Après 4 ans de mariage, l'absence d'enfants était un sujet sensible que la famille Belmont évitait soigneusement de mentionner, mais qui planait comme une ombre sur leur union. « Les temps changent, » répondit Ariane avec diplomatie, « et il est important de cultiver ses talents, vous ne trouvez pas ?»« Oh, bien sûr !» s'exclama Madame Dubois, la 3e femme du groupe. « Mais avouez que c'est surtout un moyen d'occuper vos journées en attendant... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. » Les 3 femmes échangèrent des regards entendus. Ariane comprit qu'elle était devenue le sujet de leur conversation privée. La jeune épouse Belmont qui travaillait par ennui, qui n'arrivait pas à donner un héritier à son mari, qui n'était finalement qu'un joli accessoire dans la vitrine familiale. « Victor doit être si patient avec vous, » ajouta Madame de Rochemont avec un sourire faux. « Un homme de sa stature, de son éducation, il méritait une épouse qui comprenne vraiment les exigences de sa position. »« Il l'a, » répliqua Ariane, la voix légèrement tendue, malgré ses efforts pour rester calme. « Bien sûr, concéda Madame Leclerc. Vous êtes très décorative, ma chère, et vous savez tenir votre rang lors de ces soirées. C'est déjà quelque chose. » Décorative. Le mot résonna dans l'esprit d'Ariane comme un coup de poignard. Était-ce vraiment ainsi qu'on la voyait? Comme un objet d'ornement dans la vie de Victor? « Excusez-moi, dit-elle en s'éloignant du groupe, je vais saluer Madame Montclair. » Elle traversa le salon d'un pas rapide, cherchant des yeux Victor. Il était toujours en grande conversation près de la cheminée, le visage animé d'une expression qu'elle ne lui voyait jamais à la maison. Il riait même à la plaisanterie d'un des invités. Ce Victor-là, chaleureux et engageant, existait donc vraiment. Simplement, il n'existait pas pour elle. Ariane s'approcha discrètement du groupe, espérant que sa présence inciterait Victor à l'inclure dans la conversation. Il la remarqua, lui adressa un bref sourire poli, mais ne fit aucun geste pour l'intégrer à la discussion qui portait sur les dernières réformes économiques du gouvernement. « Ah, Madame Belmont !» s'exclama le ministre de la Culture en la reconnaissant. « Victor me disait que vous travaillez au musée d'Orsay. Que pensez-vous de notre nouvelle politique d'acquisition ?» Enfin, une question sérieuse. Ariane sentit son cœur s'accélérer. C'était l'occasion de montrer qu'elle n'était pas qu'un faire-valoir, qu'elle avait des opinions, des compétences. « Je pense que... » commença-t-elle. Mais Madame de Rochemont l'interrompit en s'approchant du groupe. « Monsieur le ministre, vous devez absolument rencontrer notre cher Victor. Il a des idées fascinantes sur le mécénat culturel. Victor, expliquez donc au ministre votre vision. » Et comme ça, Ariane redevint invisible. La conversation reprit sans elle,
comme si elle n'avait jamais existé. Elle regarda Victor attendant qu'il la défende, qu'il insiste pour qu'elle puisse répondre à la question qui lui avait été posée, mais il se contenta de sourire et de développer ses propres idées, l'oubliant complètement. L'humiliation était complète. Non seulement elle était considérée comme un accessoire décoratif, mais même son propre mari ne la considérait pas comme une personne digne d'être écoutée. Ariane s'excusa d'une voix à peine audible et se dirigea vers les jardins. L'air frais de la nuit parisienne caressa son visage brûlant de honte. Elle s'appuya contre la balustrade de la terrasse, regardant les lumières de la capitale scintiller au loin. 4 ans. 4 longues années à espérer que Victor la voie vraiment, la reconnaisse comme sa partenaire et non comme une obligation sociale. 4 ans à s'effacer, à sourire, à jouer le rôle de l'épouse parfaite en espérant qu'un jour il l'aimerait. Mais ce soir, quelque chose s'était brisé en elle. Cette petite voix qui murmurait qu'elle méritait mieux était devenue un cri. Elle en avait assez d'être invisible dans sa propre vie, assez d'être réduite à un rôle de figuration dans le théâtre social de son mari. Lorsque Victor vint la chercher pour partir, 1 heure plus tard, elle le suivit en silence jusqu'à la voiture. Mais dans son cœur, une décision commençait à germer. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Il fallait que les choses changent, d'une manière ou d'une autre. Le trajet de retour vers la demeure Belmont se déroula dans un silence plus lourd, encore que d'habitude. Ariane fixait les lumières de Paris qui défilaient derrière la vitre, mais elle ne les voyait pas vraiment. Dans sa tête, les mots de Madame de Rochemont tournaient en boucle. « Très décorative, ma chère ». Et pire encore, l'indifférence de Victor quand elle avait été humiliée devant tout le monde. Victor consultait ses emails sur son téléphone, complètement absorbé par ses affaires, comme si elles n'existaient pas, comme toujours. Cette normalité de l'ignorance était peut-être ce qui blessait le plus Ariane. Pour lui, elle était devenue un élément du décor, au même titre que les meubles anciens ou les œuvres d'art qui ornaient leur demeure. Une fois arrivé, Victor se dirigea directement vers son bureau au premier étage, selon son rituel habituel. Il y passerait encore 2 heures à travailler, puis rejoindrait sa chambre. Sa chambre, pas la leur. Depuis leur mariage, ils faisaient chambre à part, officiellement pour ne pas se déranger mutuellement, officieusement parce que Victor avait établi cette distance dès leur nuit de noces. Ariane resta un moment debout dans le grand hall d'entrée, regardant l'escalier de marbre que venait de gravir son époux. Les portraits des ancêtres Belmont la toisaient depuis leur cadre doré, comme s'ils la jugeaient indigne de porter leur nom. Peut-être ont-ils raison, pensa-t-elle amèrement. Elle monta les marches lentement, retirant ses escarpins qui lui faisaient mal aux pieds. Sur le palier, elle s'arrêta devant la porte du bureau de Victor. Une bande de lumière filtrait sous la porte, et elle entendait le cliquetis familier de son clavier d'ordinateur. Il travaillait, comme toujours, se réfugiant dans ses dossiers pour éviter toute possibilité de conversation intime. Ariane hésita. Elle pouvait aller se coucher, ravaler une fois de plus sa colère et sa frustration, attendre que la douleur s'estompe comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Ou elle pouvait frapper à cette porte et enfin dire ce qu'elle avait sur le cœur depuis des années. Le souvenir du sourire condescendant de Madame de Rochemont fit pencher la balance. Elle frappa 3 coups secs. « Entrez !» dit la voix de Victor, sans lever les yeux de son écran. Ariane poussa la porte et entra dans le sanctuaire masculin de son mari. Le bureau était exactement à son image. Élégant, parfaitement ordonné, impersonnel. Des reliures de cuir bordeaux s'alignaient sur les étagères, un globe terrestre ancien trônait dans un coin, et des diplômes encadrés couvraient un mur entier. Aucune photo d'elle, aucune trace de leur mariage dans cet espace qui était pourtant le cœur de la vie de Victor. « Tu as oublié quelque chose ?» demanda-t-il distraitement, tapant encore quelques mots avant de daigner la regarder. « Oui », répondit Ariane, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « J'ai oublié de te demander pourquoi tu m'as laissé me faire humilier ce soir sans broncher. » Victor leva enfin les yeux, surpris par le ton de sa femme. Il la dévisagea comme s'il la voyait pour la première fois de la soirée, remarquant sans doute son expression déterminée et ses poings serrés. « Humilié ? De quoi parles-tu ? Tu sais très bien de quoi je parle, Victor. » Ariane s'avança vers le bureau, ses pieds nus silencieux sur le tapis persan. « Madame de Rochemont et ses amis qui me traitent comme un bibelot. Le ministre qui me pose une question, et toi qui permets qu'on m'ignore complètement. Tu étais là, tu as tout vu, et tu n'as rien dit. » Victor se renversa dans son fauteuil de cuir, étudiant le visage de sa femme avec cette expression froide qu'elle connaissait si bien. Ces femmes sont des commères insignifiantes. Pourquoi accordes-tu de l'importance à leur bavardage ? Parce que leur bavardage révèle ce que tout le monde pense, explosa Ariane, que je ne suis qu'un accessoire dans ta vie, une jolie décoration que tu sors pour les grandes occasions. C'est ridicule. Ridicule,
Ariane sentit 4 années de frustration remonter à la surface comme une vague déferlante. « Tu veux savoir ce qui est ridicule, Victor? C'est de vivre avec un homme qui me traite comme une étrangère. C'est d'espérer chaque jour que tu vas me regarder vraiment, me parler vraiment, me toucher vraiment. C'est de faire semblant d'être heureuse dans un mariage où mon propre époux agit comme si j'étais transparente. » Victor s'était levé, mal à l'aise devant cette explosion émotionnelle. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle sur ce ton, encore moins sa femme qui avait toujours été si discrète, si accommodante. « Ariane, tu dramatises. Nous avons un mariage stable, respectueux. » « Respectueux ?» Elle rit amèrement. « Tu appelles ça du respect? Nous ne parlons jamais de rien d'important. Tu ne me demandes jamais mon avis. Tu ne me touches jamais, même par accident. Nous faisons chambre à part depuis 4 ans. 4 ans, Victor. 4 ans à vivre comme des colocataires polis dans cette maison de musée. » Les mots sortaient maintenant comme un torrent, libérant des années de silence et de souffrance. Victor reculait légèrement, déstabilisé par cette version de sa femme qu'il ne connaissait pas. « Et ce soir, quand ces harpies m'ont humilié devant tout le monde, tu es resté là comme un spectateur. Tu m'as laissé me débrouiller seul, comme toujours. Alors dis-moi, Victor. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant la douleur sous la colère. « Dis-moi franchement, est-ce que tu ressens quelque chose pour moi, n'importe quoi? De l'affection, de l'attirance, même de l'agacement? Ou est-ce que je ne suis vraiment rien d'autre qu'une obligation sociale que tu subis en silence ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Victor la regardait, les mâchoires serrées, visiblement en lutte avec lui-même. Ariane vit passer une succession d'émotions dans ses yeux bleus. Surprise, colère, confusion, et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Ariane ?» commença-t-il d'une voix rauque. « Réponds-moi, » l'interrompit-elle, les larmes aux yeux, mais la voix ferme. « Réponds-moi sincèrement, pour une fois dans notre mariage. Est-ce que tu ressens quelque chose pour moi ?» Victor ouvrit la bouche, puis la referma. Il sembla lutter contre des forces intérieures qu'Ariane ne comprenait pas. Puis, soudainement, quelque chose céda en lui. Victor restait là, immobile, les poings serrés le long du corps. Ariane voyait la bataille qui se livrait en lui, les muscles de sa mâchoire contractés, ses yeux bleus assombris par un mélange de colère et de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Le silence s'étirait entre eux comme un fil tendu à se rompre. « Tu veux savoir ce que je ressens ?» Sa voix était devenue grave, presque menaçante. Il contourna lentement son bureau, se rapprochant d'elle avec la grâce féline d'un prédateur. « Tu veux vraiment le savoir, Ariane ?» Elle recula instinctivement, mais son dos heurta la bibliothèque. Victor continuait d'avancer, et pour la première fois depuis leur mariage, elle le vit perdre ce contrôle glacial qui le caractérisait. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, sa cravate de travers, et dans ses yeux brillait une lueur qu'elle n'avait jamais vue. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, cette fragrance boisée qu'elle avait appris à associer à la frustration. « Tu penses que je ne ressens rien quand tu passes près de moi avec cette robe qui épouse parfaitement tes courbes, quand tu ris avec les autres, et que ce son me donne envie de tout casser ?» Ariane ouvrit la bouche, stupéfaite. Ce n'était pas le Victor qu'elle connaissait. Celui-ci vibrait d'une énergie brute, primitive, qui la troublait autant qu'elle l'effrayait. « Tu veux savoir pourquoi je ne te touche pas ?» Il posa une main contre la bibliothèque, à côté de sa tête, l'encageant. « Parce que, si je commençais, je ne pourrais plus m'arrêter. Parce que j'ai passé 4 ans à me retenir de te prendre dans mes bras à chaque fois que tu entrais dans une pièce. »« Victor, » souffla-t-elle, bouleversée par ces révélations. « Non, tu as voulu la vérité. Tu vas la voir. » Sa main libre vint caresser sa joue, geste d'une tendresse brutale qui la fit frissonner. « Tu crois que je ne sais pas à quel point tu es belle, à quel point tu me rends fou quand tu te mords la lèvre inférieure quand tu réfléchis. Tu penses que je n'ai pas remarqué que tu mets cette robe bleue que j'aime tant chaque fois que tu veux me faire plaisir ?» Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Ariane. Toutes ces années de silence, et il avait tout vu, tout remarqué. « Mais alors pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» murmura-t-elle. « Parce que j'ai peur, » avoua-t-il dans un souffle, son front touchant presque le sien. « Peur de ce que tu représentes, peur de perdre ce contrôle que j'ai mis toute ma vie à construire. Ma famille, mon éducation, tout m'a appris que l'amour était une faiblesse, une vulnérabilité qu'on ne pouvait pas se permettre. Et maintenant, demanda-t-elle, le cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il l'entendait. Maintenant, je n'en peux plus, gronda-t-il avant de s'emparer de ses lèvres avec une fougue désespérée. Ce baiser était tout sauf poli ou mesuré. C'était 4 années de frustration qui explosaient d'un coup.
4 années de désirs refoulés qui se libéraient dans un élan passionné. Victor l'embrassait comme un homme qui se noie et trouve enfin l'air, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux châtains, défaisant l'élégant chignon qu'elle portait. Ariane répondit à son baiser avec la même intensité, tous ses sens enflammés par cette révélation. Les mains de Victor glissèrent le long de sa taille, la pressant contre lui, et elle découvrit enfin l'homme qu'il cachait derrière sa façade glaciale. Il tremblait contre elle, et cette vulnérabilité inattendue la bouleversa plus que tout. « Ariane » murmura-t-il contre ses lèvres, son nom devenant une prière sur sa bouche. « Ma belle Ariane, tu ne sais pas ce que tu me fais depuis le premier jour. » Il la souleva avec une facilité déconcertante et l'assit sur le bureau éparpillant ses dossiers soigneusement rangés. Pour une fois, Victor se fichait du désordre. Il ne pensait plus qu'à cette femme qui l'obsédait depuis des années et qu'il s'était interdit de toucher. « Cette première fois à Versailles, » chuchota-t-il entre 2 baisers, « tu portais cette robe dorée, et quand tu as souri, j'ai su que j'étais perdu. Mais j'ai pensé que si je gardais mes distances, je pourrais contrôler ce que je ressentais. Et tu as réussi ?» demanda-t-elle, les mains perdues dans ses cheveux bruns, s'enurant enfin de pouvoir le toucher librement. « Pas une seconde, » avoua-t-il avec un rire amer. « Chaque nuit, je restais éveillé en pensant à toi. Chaque matin, je me promettais de garder mes distances. Et chaque jour, c'était un supplice de te voir et de ne pas pouvoir te montrer ce que je ressentais. » Leurs baisers devinrent plus tendres, plus explorateurs. Victor parcourait son visage de ses lèvres, déposant des baisers sur ses tempes, ses paupières, son cou. Ariane découvrait un homme qu'elle n'avait jamais soupçonné, passionné, attentif, presque vénérant dans sa façon de la toucher. « Pourquoi ce soir ?» demanda-t-elle quand ils reprirent leur souffle. « Pourquoi maintenant ?» Victor s'immobilisa, son visage à quelques centimètres du sien. Dans ses yeux, elle lut une douleur ancienne, profondément enfouie. « Parce que quand je t'ai vu souffrir ce soir, quand j'ai vu ces femmes t'humilier et que je n'ai rien dit, j'ai réalisé que ma lâcheté te faisait plus de mal, que mon amour ne pourrait jamais t'en faire. » Il prit son visage entre ses mains, l'obligeant à le regarder. « Je t'aime, Marianne, je t'aime depuis le début, et j'ai été trop lâche pour te le dire, trop lâche pour risquer de te perdre en te montrant qui je suis vraiment. » Ces mots qu'elle avait attendus pendant 4 longues années tombèrent enfin, et Ariane sentit son cœur se gonfler d'un bonheur si intense qu'il en était presque douloureux. « Je t'aime aussi, » souffla-t-elle, « je t'ai toujours aimé. » Cette nuit-là, dans le bureau où Victor s'était si souvent réfugié pour l'éviter, ils se découvrirent enfin, sans barrière, sans masque, sans cette politesse glaciale qui les avait maintenus à distance pendant des années. Cette nuit-là, Ariane comprit enfin ce que signifiait être aimée par Victor Belmont. Ariane ouvrit les yeux dans la pénombre du bureau, enveloppée dans la veste de costume de Victor. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les lourds rideaux de velours, projetant des ombres dorées sur les murs lambrissés. Elle resta immobile un instant, savourant la sensation d'être dans les bras de son mari, sa tête nichée contre son torse. Pour la première fois en 4 ans de mariage, elle se sentait complète. Victor dormait profondément, une expression paisible sur le visage, si différente de ce masque froid qu'il portait habituellement. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, sa chemise déboutonnée révélait la naissance de son torse, et sa main reposait possessivement sur sa hanche. Ariane ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant cet homme qui lui avait enfin avoué ses sentiments. La nuit précédente avait été une révélation. Victor s'était montré tendre, passionné, presque désespéré dans sa façon de la tenir contre lui, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Ils avaient parlé jusqu'aux petites heures, échangeant des confidences, des aveux, rattrapant des années de silence. Elle avait découvert un Victor vulnérable, celui qui se cachait derrière l'armure aristocratique. Elle traça délicatement du doigt les contours de son visage, s'émerveillant de pouvoir enfin le toucher librement. Victor bougea légèrement dans son sommeil, resserrant inconsciemment son étreinte. Le cœur d'Ariane se gonfla d'amour. Peut-être allait-il enfin pouvoir construire le mariage qu'elle avait toujours espéré. Le carillon de l'horloge sonna 7 heures, et Victor ouvrit brusquement les yeux. Ariane le vit reprendre conscience de la situation. Leurs corps entremêlés, les vêtements épars sur le sol du bureau, la lumière du jour qui révélait l'intimité de leur nuit. Elle s'attendait à un sourire, à un baiser matinal, à quelque continuation de la tendresse de la veille. Au lieu de cela, elle vit quelque chose s'éteindre dans son regard. Victor se redressa brusquement, la repoussant doucement mais fermement. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux et évita soigneusement son regard. « Il faut que tu retournes dans ta chambre, dit-il d'une voix tendue. Madame Dubois va arriver bientôt pour le ménage. »
Ariane sentit son sang se glacer. Cette voix froide, distante, c'était celle du Victor d'avant, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. « Victor » murmura-t-elle, cherchant ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il se leva, lui tournant le dos, et commença à reboutonner sa chemise avec des gestes saccadés. « Rien ne se passe. Nous nous sommes laissés emporter hier soir, c'est tout. Laissés emporter. » Ariane se redressa à son tour, serrant la veste contre elle pour cacher sa nudité. « Victor, tu m'as dit que tu m'aimais. J'ai dit beaucoup de choses hier soir. » Sa voix était redevenue ce ton neutre et mesuré qu'elle détestait. La colère, la fatigue, on dit parfois des choses qu'on ne pense pas vraiment. Chaque mot était comme une gifle. Ariane se leva, chancelante, ramassant ses vêtements éparpillés. « Tu ne pensais pas ce que tu as dit ?» Victor enfila sa veste, arrangea sa cravate, redevenant peu à peu l'homme impeccable qu'elle connaissait, mais elle voyait la tension dans ses épaules, la raideur de ses mouvements. Il mentait, et ils le savaient tous les deux. « Ariane, soyons raisonnables. » Il se tourna enfin vers elle, mais son regard glissait au-dessus de sa tête, évitant soigneusement de la regarder vraiment. « Nous avons un mariage qui fonctionne, stable, respectable. Il ne faut pas tout compliquer avec des émotions. » Des émotions? Ariane sentit la colère monter en elle, mêlée à une douleur si intense qu'elle en avait le souffle coupé. « Tu appelles ça des émotions? Ce qui s'est passé entre nous cette nuit? Ce qui s'est passé était une erreur. » Les mots claquèrent dans l'air matinal comme un coup de fouet. Une erreur que nous ne devons pas répéter. Ariane le dévisagea, incrédule. L'homme qui se tenait devant elle était redevenu l'étranger poli qu'elle avait épousé. Pire encore, il était devenu cruel, car il fallait de la cruauté pour nier avec tant de froideur une nuit qui avait été, pour elle, la plus belle de sa vie. « Tu es lâche, » dit-elle d'une voix tremblante de fureur. « Tu es un lâche, Victor Belmont. » Pour la première fois depuis son réveil, il la regarda vraiment. Elle vit passer une lueur de douleur dans ses yeux, mais il se reprit immédiatement. Peut-être, mais c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Elle enfila sa robe de la veille, ses gestes rendus maladroits par la colère et les larmes qui menaçaient. Mieux pour toi, qui préfère vivre dans ton monde glacial plutôt que de risquer d'être humain? Ou mieux pour moi qui viens de découvrir que l'homme que j'aime est capable de me faire l'amour comme si j'étais la femme de sa vie et de me traiter comme une erreur le lendemain matin? Victor ne répondit pas. Il s'était détourné et faisait semblant de ranger son bureau, remettant en ordre les papiers qu'ils avaient éparpillés dans leur passion. Ce geste, cette façon d'effacer toute trace de leur intimité, acheva de briser le cœur d'Ariane. « Tu sais quoi, Victor ?» Elle se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. « Tu avais raison hier soir. L'amour est effectivement une vulnérabilité. Et moi, j'ai été assez stupide pour croire que tu étais prêt à être vulnérable. » Elle ouvrit la porte, puis se retourna une dernière fois. Victor était immobile près de la fenêtre, le dos rigide, les épaules tendues. Il ne la regarda pas. « Mais tu as tort sur un point, » ajouta-t-elle d'une voix brisée. « Ce qui s'est passé cette nuit n'était pas une erreur. C'était la seule chose vraie qu'il y ait jamais eu entre nous. Et le fait que tu le nies prouve simplement que tu ne mérites pas d'être aimé. » Elle sortit et referma la porte derrière elle, laissant Victor seul avec ses démons. Dans le couloir, elle s'effondra contre le mur, les sanglots qu'elle avait retenus explosant enfin. Elle avait cru toucher le paradis, et au réveil, elle se retrouvait en enfer. Pire encore, elle réalisait maintenant que cette nuit magique n'avait peut-être été qu'un mirage. Victor avait préféré retourner à sa prison émotionnelle plutôt que de construire quelque chose de beau avec elle. Pour la première fois depuis son mariage, Ariane commença à envisager qu'il y avait peut-être des choses que l'amour ne pouvait pas réparer. Les jours qui suivirent furent un supplice. Victor et Ariane évoluaient dans la demeure comme deux fantômes, se croisant dans les couloirs sans se regarder, partageant des repas silencieux où seul le tintement des couverts contre la porcelaine venait rompre le silence oppressant. Mais cette fois, ce n'était plus le silence poli de leurs premières années de mariage. C'était un silence lourd de reproches, de regrets et de souffrances. Ariane passait de longues heures dans la bibliothèque, prétendant lire mais incapable de se concentrer sur autre chose que sur cette nuit qui avait tout changé. Elle revivait chaque instant, chaque caresse, chaque mot d'amour murmuré dans l'obscurité du bureau. Victor avait été si différent, si vrai. Comment pouvait-il maintenant agir comme si rien ne s'était passé? Le pire, c'était qu'elle le surprenait parfois à l'observer. Quand elle levait les yeux de son livre, elle captait son regard posé sur elle, une expression indéchiffrable sur le visage. Mais dès qu'il réalisait qu'elle l'avait vu, il détournait les yeux et retrouvait son masque d'indifférence. Au musée d'Orsay,
Ariane tentait de se réfugier dans le travail. Elle passait de longues heures devant les toiles de Renoir et Monet, cherchant dans la beauté des impressionnistes un réconfort que sa vie personnelle ne lui apportait plus. Ses collègues remarquèrent son changement d'humeur. Elle, qui était toujours souriante et engagée, était devenue distante, mélancolique. « Ça va, Ariane ?» lui demanda Julien, le conservateur en chef, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants, qu'il appréciait autant pour son expertise que pour sa gentillesse naturelle. « Oui, bien sûr, » mentit-elle, en ajustant l'éclairage autour d'un degas. « Je suis juste un peu fatigué. » Julien l'observa attentivement. Ils travaillaient ensemble depuis 3 ans, et il avait appris à lire les nuances de son caractère. « Tu sais, si tu as besoin de parler, je sais que les problèmes conjugaux peuvent être... » « Je n'ai pas de problèmes conjugaux, » l'interrompit-elle un peu trop vivement. Le sourire compatissant de Julien lui fit réaliser à quel point elle était transparente. Elle soupira et posa ses outils. « D'accord, peut-être que j'ai quelques difficultés à la maison. Victor ne comprend pas ton investissement professionnel. » Ariane eut un rire amer. Si seulement c'était si simple. « Victor ne comprend rien du tout à ce que je ressens, » avoua-t-elle. « Parfois, j'ai l'impression de vivre avec un étranger. » Julien hocha la tête avec compassion. « Tu mérites mieux que ça, Ariane. Tu es une femme remarquable, intelligente, passionnée. Tout homme devrait se considérer comme privilégié de partager ta vie. » Ces mots, si différents de l'indifférence glaciale de Victor, touchèrent Ariane plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce soir-là, de retour dans la demeure Belmont, elle monta directement dans sa chambre sans passer par la salle à manger. L'idée de partager un autre repas silencieux avec Victor lui était insupportable. Elle ouvrit les portes-fenêtres qui donnaient sur le balcon et sortit respirer l'air frais de la nuit parisienne. La capitale s'étendait devant elle, scintillante de 1000 lumières. Quelque part dans cette immensité, des couples s'aimaient vraiment, se parlaient, se soutenaient. Elle repensa aux paroles de Julien. Méritait-elle vraiment mieux? Avait-elle le droit d'espérer une vie où elle serait aimée pour ce qu'elle était et non tolérée comme un fardeau élégant? Un coup léger frappé à sa porte la tira de ses pensées. Son cœur bondit, et si c'était Victor qui venait enfin s'excuser, lui expliquer sa conduite, lui dire qu'il regrettait? Mais c'était Madame Dubois, la gouvernante, qui apportait un plateau repas. « Monsieur Victor a dit que Madame n'avait pas dîné », expliqua la femme âgée avec cette discrétion bienveillante qui caractérisait le personnel de maison. « Merci, Madame Dubois. » La gouvernante allait repartir, puis se retourna, l'air hésitant. « Madame, si je puis me permettre, Monsieur Victor semble également très préoccupé ces derniers jours. Il ne mange presque plus et passe ses nuits dans son bureau. Peut-être qu'une conversation... » « Il n'y aura pas de conversation, » coupa Ariane doucement mais fermement. « Certaines choses ne peuvent pas se réparer avec des mots. » Une fois seule, Ariane s'assit à son secrétaire et sortit une feuille de papier à lettres. Elle resta longtemps la plume en l'air, cherchant les mots justes. Puis, d'une écriture ferme, elle commença. « Mon cher Victor, quand tu liras cette lettre, je serai partie. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge que nous appelons un mariage. Cette nuit, dans ton bureau, j'ai cru que nous avions enfin trouvé le chemin l'un vers l'autre. J'ai cru que l'homme que j'aimais depuis le premier jour avait enfin accepté de sortir de sa prison émotionnelle pour construire quelque chose de beau avec moi. Je me suis trompé. Ta réaction le lendemain matin m'a fait comprendre que tu préféreras toujours ta solitude glaciale à la vulnérabilité de l'amour. Je ne peux plus être cette épouse fantôme qui attend indéfiniment que tu daignes la voir, la reconnaître, l'aimer. J'ai 31 ans, Victor. J'ai encore le temps de construire une vie où je ne serai pas qu'un accessoire décoratif. Une vie où quelqu'un m'aimera assez pour ne pas avoir honte de ses sentiments au lever du jour. Je ne te demande pas de changer. Je ne te demande même pas de me comprendre. Je te demande simplement de me laisser partir avec ce qu'il me reste de dignité. Ne me cherche pas. Cette fois, ma décision est irrévocable. Adieu, Ariane. » Elle plia soigneusement la lettre et la posa bien en évidence sur son oreiller. Puis elle sortit ses valises de l'armoire et commença à y ranger ses affaires les plus précieuses. Demain matin, pendant que Victor serait parti au bureau, elle quitterait cette maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Pour la première fois depuis des semaines, Ariane sentit quelque chose comme de la paix descendre sur elle. Elle allait enfin cesser d'espérer l'impossible. Elle allait enfin se respecter assez pour partir. Victor rentra plus tôt que d'habitude ce mercredi après-midi. La réunion avec les investisseurs japonais avait été annulée, et pour la première fois depuis des années, il se retrouvait avec du temps libre qu'il ne savait comment occuper. Ces derniers jours, le travail était devenu son seul refuge contre les pensées qui l'assaillaient sans cesse.
Le souvenir de cette nuit dans son bureau, la douleur dans les yeux d'Ariane le lendemain matin, les mots terribles qu'il lui avait dits. La demeure était silencieuse, trop silencieuse. D'habitude, il entendait les pas d'Ariane à l'étage, ou le son étouffé de la radio qu'elle écoutait parfois dans la bibliothèque. Aujourd'hui, rien. Même Madame Dubois semblait absente. Il monta l'escalier d'un pas lourd, se dirigeant vers son bureau. Mais en passant devant la chambre d'Ariane, quelque chose attira son attention. La porte était entr'ouverte, ce qui était inhabituel. Ariane fermait toujours sa porte. Une curiosité inexplicable le poussa à regarder à l'intérieur. La chambre était vide, pas seulement inoccupée, vide. L'armoire béait, ouverte, révélant des cintres nus. La coiffeuse était débarrassée de tous ses flacons de parfum et bijoux. Sur le lit parfaitement fait, une enveloppe blanche portant son nom d'une écriture qu'il connaissait par cœur. Victor resta paralysé sur le seuil, le cerveau refusant d'analyser ce qu'il voyait. Puis, avec des gestes d'automate, il s'avança et prit la lettre. Ses mains tremblaient légèrement en déchirant l'enveloppe. À mesure qu'il lisait, le monde semblait se désintégrer autour de lui. Chaque mot d'Ariane était un coup de poignard, précis et mortel. « Je ne peux plus vivre dans ce mensonge que nous appelons un mariage. Tu préféreras toujours ta solitude glaciale à la vulnérabilité de l'amour. Ne me cherche pas. Cette fois, ma décision est irrévocable. » La lettre lui échappa des mains et voltigea jusqu'au sol. Victor s'effondra sur le lit d'Ariane, la tête entre les mains. Elle était partie. Sa femme, son épouse, la seule personne qui avait jamais cru en lui, était partie. Et c'était entièrement sa faute. « Monsieur Victor !» La voix de Madame Dubois le fit sursauter. La gouvernante se tenait dans l'encadrement de la porte, l'air gêné. « Je ne savais pas que monsieur était rentré. »« Où est-elle » demanda Victor d'une voix rauque. « Où est ma femme ?» Le regard compatissant de Madame Dubois lui confirma ce qu'il savait déjà. « Madame Ariane est partie ce matin, monsieur. Elle a pris ses affaires et a appelé un taxi. Elle m'a dit de vous remettre ceci si vous posiez des questions. » Elle lui tendit une petite enveloppe. À l'intérieur, une clé, celle de son bureau et un mot bref, pour que tu puisses t'enfermer définitivement dans ta solitude. Cette fois, Victor ne put retenir un gémissement de douleur. Ariane n'avait pas seulement quitté la maison, elle avait quitté leur mariage, leur vie, lui. Et cette clé était le symbole parfait de ce qu'il avait choisi. L'isolement plutôt que l'amour, la peur plutôt que le courage. « Monsieur, peut-être devriez-vous » commença Madame Dubois. Mais Victor l'interrompit. « Laissez-moi seul, s'il vous plaît. » Quand la gouvernante fut partie, Victor s'allongea sur le lit d'Ariane, respirant encore son parfum sur l'oreiller. Toutes les barrières qu'il avait si soigneusement construites au fil des années s'effondrèrent d'un coup, et avec elles, la douleur qu'il avait refoulée depuis l'enfance remonta à la surface comme une vague dévastatrice. Il revit le visage de sa mère, Isabelle Belmont, cette femme fragile et romantique que son père avait épousée par amour et qui était morte de chagrin quand il l'avait quittée pour une maîtresse plus jeune. Victor avait 12 ans quand elle s'était éteinte dans cette même chambre, rongée par la dépression et l'abandon. Il se souvenait de ses derniers mots. « L'amour détruit tout, mon chéri. Promets-moi de ne jamais aimer comme j'ai aimé. » Et il avait tenu cette promesse. Pendant 27 ans, il avait évité tout attachement profond, toute vulnérabilité. Même avec Ariane, surtout avec Ariane, parce qu'il avait reconnu dès le premier regard qu'elle représentait un danger mortel pour son équilibre émotionnel. Mais en protégeant son cœur, il avait détruit le cœur de la femme qu'il aimait, car il l'aimait, Dieu comme il l'aimait. Chaque jour davantage, chaque nuit où il restait éveillé dans son bureau, à l'écouter se déplacer dans sa chambre, juste au-dessus. Il aimait sa passion pour l'art, sa gentillesse naturelle, la façon dont elle humidifiait ses lèvres quand elle réfléchissait. Il aimait sa force tranquille, sa patience avec lui, sa capacité à voir du beau même dans les moments les plus ternes. Et cette nuit dans son bureau, cette nuit avait été la plus belle de sa vie. Tenir Ariane dans ses bras, la sentir s'abandonner contre lui, entendre son nom sur ses lèvres comme une prière, c'était tout ce dont il avait rêvé sans oser se l'avouer. Mais au réveil, la peur avait été plus forte. La peur de revivre ce que sa mère avait vécu, de se rendre si vulnérable qu'une autre personne pourrait le détruire d'un simple geste. Alors, il avait fait le choix de détruire d'abord, de retourner à sa prison émotionnelle avant qu'Ariane ne puisse vraiment l'atteindre. Sauf qu'il était déjà trop tard. Elle l'avait déjà atteint, depuis longtemps. Et maintenant qu'elle était partie, il réalisait que toutes ses peurs étaient devenues réalité de la pire façon possible. Victor se redressa et regarda autour de lui cette chambre vide qui résumait si bien sa vie, belle en apparence,
parfaitement organisé et absolument dénué d'amour. Il prit la lettre d'Ariane et la relut, cette fois en essayant d'entendre sa voix derrière chaque mot. « J'ai encore le temps de construire une vie où je ne serai pas qu'un accessoire décoratif. » Il avait fait d'elle un accessoire décoratif. Cette femme brillante, passionnée, aimante, il l'avait réduite à un rôle de figuration dans sa propre vie. Comment avait-il pu être si aveugle, si cruel? Une vie où quelqu'un m'aimera assez pour ne pas avoir honte de ses sentiments au lever du jour. Cette phrase acheva de le briser, car c'était exactement ce qu'il avait fait. Il avait eu honte, honte d'avoir cédé, honte d'avoir montré ses failles, honte d'avoir été humain. Et cette honte l'avait poussé à blesser la seule personne qui méritait toute sa tendresse. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Victor pleura. Victor passa les 3 jours suivants dans un état de panique contrôlée. Il avait tenté de joindre Ariane sur son téléphone portable, mais tombait directement sur sa messagerie. Ses emails restaient sans réponse. Il était allé au musée d'Orsay, mais Julien lui avait appris qu'elle avait pris un congé sabbatique pour raisons personnelles. « Elle ne vous a pas dit où elle comptait aller », avait insisté Victor, tentant de conserver une façade de dignité malgré son désespoir croissant. Julien l'avait regardé avec une froideur à peine voilée. « Non, monsieur Belmont, et même si elle l'avait fait, je ne suis pas certain que je vous le dirais. » Victor avait compris que sa réputation de mari indifférent l'avait précédé. Combien de fois Ariane avait-elle dû confier sa solitude à ce collègue bienveillant? Combien de fois avait-elle eu besoin de réconfort ailleurs que dans son propre foyer? De retour chez lui, il fouilla méthodiquement les affaires qu'Ariane avait laissées, cherchant un indice, une piste. Il découvrit qu'elle avait emporté ses livres préférés, ses albums photos de famille, ses carnets de notes sur l'art. Elle n'avait pris aucun des bijoux qu'il lui avait offerts, preuve supplémentaire que leur mariage n'avait jamais vraiment existé pour elle. Au fond d'un tiroir, il trouva un carnet qu'elle avait oublié. En le feuilletant, il découvrit des ébauches de lettres jamais envoyées, toutes adressées à mon cher Victor. Certaines datèrent du début de leur mariage. « Je sais que tu ne m'aimes pas encore, mais j'espère qu'avec le temps, nous apprendrons à nous connaître vraiment. J'aimerais tant que tu me parles de tes rêves, de tes peurs, de ce qui te rend heureux. Aujourd'hui, tu as souri en voyant le jardin que j'ai aménagé. C'était un petit sourire, mais il m'a rendue heureuse toute la journée. J'aimerais te voir sourire plus souvent. Je commence à comprendre que tu as été blessé par le passé. Je ne sais pas comment, mais je le sens dans ta façon d'éviter toute intimité. Si seulement tu me laissais t'aider à guérir. » Chaque page était un coup au cœur. Ariane avait passé des années à essayer de le comprendre, de l'aimer malgré sa froideur, d'espérer qu'il s'ouvrirait à elle. Et lui, il avait tout gâché par lâcheté. Il trouva également l'adresse de la sœur d'Ariane, Camille, qui vivait à Lyon. C'était sa seule piste. Sans réfléchir davantage, Victor annula tous ses rendez-vous et prit la route vers le sud. Le trajet lui laissa trop de temps pour réfléchir. Pendant 3 heures, seul dans sa voiture, Victor repensa à ses 4 années de mariage gâchées. Il se rappelait maintenant tous ces petits gestes d'Ariane qu'il avait ignorés, les plats qu'elle préparait en connaissant ses goûts, les concerts qu'elle lui proposait sachant qu'il aimait la musique classique, sa façon de toujours prendre des nouvelles de sa santé quand il travaillait trop tard. Elle l'avait aimé silencieusement, patiemment, espérant qu'un jour, il la remarquerait vraiment. Et quand elle avait enfin craqué, quand elle lui avait ouvert son cœur dans son bureau, il l'avait rejeté de la manière la plus cruelle possible. L'appartement de Camille se trouvait dans le Vieux-Lyon, dans une de ces rues pavées qui donnaient à la ville son charme intemporel. Victor gara sa voiture et resta un moment assis au volant, essayant de trouver le courage de frapper à cette porte. Que pourrait-il dire à la sœur d'Ariane? Comment expliquer qu'il avait mis 4 ans à réaliser qu'il était amoureux de sa propre épouse? Camille lui ouvrit, et la ressemblance avec Ariane le frappa comme un coup de poing. Les mêmes yeux noisettes, la même douceur dans les traits, mais avec une méfiance évidente quand elle le reconnut. « Victor, dit-elle froidement, qu'est-ce que tu veux? Je cherche Ariane. J'ai besoin de lui parler. Elle n'est pas ici. Camille, je t'en prie. Je sais qu'elle t'a contacté. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. » La jeune femme le dévisagea longuement, puis soupira. « Entre, mais ne compte pas sur moi pour t'aider à la retrouver. » L'appartement était chaleureux, décoré avec goût, mais sans ostentation. Des photos de famille ornèrent les murs. Victor remarqua plusieurs clichés d'Ariane souriante, une Ariane qu'il avait rarement vue à la maison. « Elle va bien », finit par dire Camille, en lui servant un café, physiquement, du moins. « Moralement, tu l'as détruite, Victor. Je sais et je veux réparer. »« Ah oui ?» Camille le regarda avec un mélange de colère et de pitié. « Maintenant tu veux réparer? Après 4 ans à la traiter comme un meuble?
Tu sais qu'elle a pleuré au téléphone hier soir. Ma sœur, cette femme forte et digne, a sangloté en me racontant ce que tu lui as fait. » Victor ferma les yeux, la douleur lui coupant le souffle. « Dis-moi ce qu'elle t'a raconté. Que tu l'avais fait croire pendant une nuit qu'elle comptait enfin pour toi, qu'elle avait cru que l'homme qu'elle aimait depuis le début avait enfin décidé de l'aimer en retour, et qu'au réveil, tu as détruit tout ça en traitant cette nuit comme une erreur. C'était la plus belle nuit de ma vie, » murmura Victor, « et j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur de ce qu'elle me faisait ressentir que j'ai préféré tout détruire plutôt que de risquer d'être vulnérable. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Elle est partie. » Sa voix se brisa légèrement. « Camille, je l'aime. Je l'ai toujours aimée, mais j'étais trop lâche pour me l'avouer. Maintenant qu'elle n'est plus là, je me rends compte que sans elle, ma vie n'a aucun sens. » Camille l'observa attentivement, cherchant probablement à déceler la sincérité dans ses paroles. « Tu sais ce qui me brise le cœur, Victor, c'est qu'Ariane t'aime encore. Malgré tout ce que tu lui as fait, elle t'aime toujours. Mais elle a enfin compris qu'elle méritait mieux qu'un amour à sens unique. »« Où est-elle » supplia Victor. « Dis-moi au moins si elle va bien. Elle refait sa vie, loin de toi, loin de Paris, loin de tout ce qui lui rappelle ces 4 années perdues. » Camille se leva, signalant que l'entretien était terminé. « Et si tu l'aimes vraiment, tu la laisseras tranquille. Tu lui as fait assez de mal. » Victor se leva à son tour, le cœur lourd. « Si tu lui parles, dis-lui que je regrette. Dis-lui que j'ai été un lâche et un imbécile, mais que je l'aime plus que ma propre vie. Je lui transmettrai, » promit Camille en l'accompagnant vers la porte. « Mais ne t'attends pas à ce que ça change quoi que ce soit. » Ariane a pris sa décision. Sur le chemin du retour vers Paris, Victor réalisa qu'il venait peut-être de perdre définitivement la femme de sa vie. Victor passa une semaine entière à analyser chaque mot de sa conversation avec Camille, cherchant un indice qui pourrait le mener à Ariane. Elle refait sa vie, loin de toi, loin de Paris, loin de tout ce qui lui rappelle ces 4 années perdues. Cette phrase tournait en boucle dans son esprit. Où pourrait-elle aller pour échapper à leurs souvenirs communs? C'est en fouillant une dernière fois dans les affaires qu'elle avait laissées qu'il trouva la réponse. Au fond d'une boîte de souvenirs, une carte postale de Provence datant de leur voyage de noces. Au dos, l'écriture d'Ariane. « Si j'étais seul au monde, c'est ici que je viendrais chercher la paix. » À l'époque, cette remarque l'avait agacée. Pourquoi parler de solitude pendant leur lune de miel? Aujourd'hui, elle prenait tout son sens. Ariane était allée chercher en Provence la sérénité qu'elle n'avait jamais trouvée dans leur mariage. Le village de Gordes était exactement comme dans ses souvenirs, perché sur sa colline, baigné dans cette lumière dorée si particulière au sud de la France. Victor avait mis 2 jours à la retrouver, questionnant discrètement les habitants, les propriétaires de chambres d'hôtes. Finalement, la patronne d'une petite auberge familiale avait confirmé qu'une jeune femme correspondant à sa description louait un studio dans le village depuis 1 semaine. « Elle peint », avait ajouté la femme avec un sourire. « Chaque matin, elle part avec son chevalet vers les champs de lavande. Une artiste très discrète, très triste aussi. » Victor la trouva exactement où la patronne avait dit, au milieu des rangées violettes qui ondulaient sous le Mistral, installée devant son chevalet, pinceau à la main. Elle portait une robe d'été simple, ses cheveux châtains libres dans le vent. Elle était plus belle que jamais, et en même temps si fragile qu'il eut peur de la briser rien qu'en parlant. Il s'approcha lentement, sans bruit, observant cette femme qu'il avait épousée, mais qu'il découvrait vraiment pour la première fois. Sur la toile, elle avait reproduit les lavandes avec une mélancolie saisissante. Les couleurs étaient justes, mais teintées d'une tristesse qui serrait le cœur. « Tu peins maintenant », dit-il doucement. Ariane sursauta et se retourna. En le voyant, toutes les émotions passèrent sur son visage. Surprise, douleur, colère, et quelque chose qui ressemblait encore à de l'amour malgré tout. « Comment m'as-tu trouvé ?» Sa voix était plus froide qu'il ne l'avait jamais entendue. « La carte postale de notre voyage de noces. Tu avais écrit que c'est ici que tu viendrais chercher la paix. Et tu es venu troubler cette paix. » Elle commença à ranger ses pinceaux, évitant soigneusement son regard. « Je t'avais demandé de ne pas me chercher, Victor. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Pour sauver les apparences? Pour éviter un scandale dans le milieu parisien ?» Sa voix tremblait de colère contenue. « Désolé de t'avoir mis dans l'embarras en partant. »« Non. » Victor s'avança, mais elle recula immédiatement. « Ariane, écoute-moi s'il te plaît. Je t'ai écouté pendant 4 ans, Victor. J'ai attendu, j'ai espéré, j'ai tout donné. Et toi, tu m'as jeté comme un déchet le lendemain de notre seule vraie nuit ensemble. Je sais, et je ne pourrai jamais assez m'excuser pour ça. Je ne veux pas de tes excuses. » Elle ferma violemment sa boîte de peinture. « Je veux que tu me laisses tranquille. Je ne peux pas.
Victor sentait sa voix se briser, toutes ses défenses s'effondrer. « Ariane, je ne peux pas te laisser partir, parce que sans toi, je ne suis rien. Tu t'es très bien débrouillée sans moi pendant 4 ans. » Non. Il fit un pas vers elle, et cette fois elle ne recula pas, peut-être surprise par le désespoir qu'elle lisait dans ses yeux. « Non, je n'ai fait que survivre. Je me suis caché derrière mes affaires, mes obligations, ma froideur, mais je ne vivais pas vraiment. »« Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux malgré sa colère. Victor ferma les yeux un instant, rassemblant tout son courage pour dire enfin la vérité. « Quand j'avais 12 ans, j'ai vu ma mère mourir de chagrin d'amour. Mon père l'avait quittée pour une autre femme, et elle ne s'en est jamais remise. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de ne jamais aimer comme elle avait aimé, de ne jamais me rendre aussi vulnérable. » Ariane resta silencieuse, mais il vit quelque chose changer dans son regard. « J'ai tenu cette promesse pendant 27 ans. Et puis, tu es arrivé. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Dès le premier jour, j'ai su que tu étais dangereuse pour moi. Tu représentais tout ce que j'avais appris à éviter. La passion, l'amour vrai, la vulnérabilité totale. Alors tu m'as épousée quand même, parce que je n'arrivais pas à te quitter. Mais je me suis dit que je pourrais contrôler mes sentiments, garder mes distances, avoir une épouse sans risquer de devenir comme ma mère. Et cette nuit dans ton bureau ?» Victor sentit les larmes lui monter aux yeux. « Cette nuit, toutes mes défenses ont cédé. Pour la première fois de ma vie, j'ai aimé sans retenue, sans peur, sans calcul. Tu m'as fait ressentir ce que je n'avais jamais osé espérer. Alors pourquoi ? Parce qu'au réveil, la peur était revenue. La terreur d'être devenu aussi vulnérable que ma mère, d'avoir donné à quelqu'un le pouvoir de me détruire complètement. » Il la regarda enfin dans les yeux, et elle vit toute sa douleur. « Alors j'ai fait ce que je savais faire, j'ai attaqué le premier, j'ai détruit avant d'être détruit, en me détruisant moi au passage. Oui, et c'est la plus grande erreur de ma vie. » Ariane se détourna, regardant les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. Le silence se prolongea, seulement troublé par le chant des cigales. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Victor ?» demanda-t-elle finalement. « Une chance, une seule chance de te prouver que j'ai appris. Que j'ai compris que ma plus grande peur, celle de t'aimer et de te perdre, était devenue réalité à cause de ma lâcheté. » Il s'agenouilla dans la terre rouge de Provence, cet homme fier et arrogant qui ne s'était jamais abaissé devant personne. « Je t'aime, Ariane, pas comme j'aimais avant, avec des conditions et des limites. Je t'aime complètement, désespérément, au point que perdre mon orgueil ne m'importe plus, si ça peut te ramener vers moi. » Ariane le regardait, les larmes coulant librement sur ses joues, le cœur déchiré entre l'amour qui n'avait jamais vraiment disparu et la peur de souffrir encore. Ariane regardait Victor agenouillé devant elle dans cette terre de Provence, cet homme qui avait toujours incarné la fierté aristocratique et qui abandonnait maintenant toute dignité pour la supplier de lui accorder une seconde chance. Les larmes coulaient sur ses joues, mélange de douleur et d'espoir qu'elle n'osait encore nourrir. « Relève-toi, Victor, » murmura-t-elle. Il obéit lentement mais garda cette expression de vulnérabilité totale qu'elle ne lui avait vue qu'une seule fois, cette nuit dans son bureau. Ses vêtements étaient tachés de terre rouge, ses cheveux décoiffés par le Mistral, et dans ses yeux bleus brillait une supplication qu'elle n'aurait jamais cru voir chez lui. « Comment puis-je te faire confiance ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Comment puis-je croire que tu ne recommenceras pas, que la peur ne sera pas plus forte que l'amour au premier obstacle ?» Victor passa une main tremblante dans ses cheveux. « Je ne peux pas te promettre que je n'aurai plus jamais peur. La peur fait partie de moi depuis si longtemps. Mais je peux te promettre que je ne fuirai plus, que je ne te ferai plus jamais de mal par lâcheté. Ce ne sont que des mots, Victor. Non. » Il sortit quelque chose de sa poche, un petit écrin de velours bleu. « Cette bague appartenait à ma mère. Elle me l'a laissée avant de mourir, en me disant de la donner seulement à la femme que j'aimerais assez pour risquer de souffrir comme elle avait souffert. » Ariane ouvrit l'écrin et découvrit un anneau délicat orné d'un saphir entouré de diamants, d'une beauté simple et intemporelle. « Je ne te l'ai jamais donné parce que ça aurait signifié admettre que j'étais prêt à prendre ce risque. Aujourd'hui, je le suis. » Il prit ses mains dans les siennes. « Épouse-moi vraiment cette fois, Ariane. Pas par convention, pas par arrangement familial, mais par amour. Épouse-moi en sachant que tu auras le pouvoir de me détruire et en ayant foi en moi pour ne jamais utiliser ce pouvoir. » Ariane ferma les yeux, le cœur battant. Elle revoyait leur première rencontre à Versailles, ces années d'espoir déçu, cette nuit magique dans le bureau, son réveil cruel, sa fuite. Tout ce chemin de douleur pour arriver à cet instant. « J'ai peur aussi, » avoua-t-elle. « Peur de te croire encore, peur de souffrir encore. Alors ayons peur ensemble.
Victor porta ses mains à ses lèvres. Apprenons ensemble à aimer malgré la peur, au lieu de fuir à cause d'elle. Le vent de Provence portait le parfum de la lavande et faisait danser les épis violets autour d'eux. Dans ce décor de cartes postales, Ariane prit la décision la plus importante de sa vie. « Je ne peux pas promettre de tout oublier du jour au lendemain », dit-elle lentement. « Il faudra du temps pour reconstruire la confiance que tu as brisée. »« J'ai tout mon temps, » répondit Victor avec un sourire hésitant. « J'ai enfin compris que sans toi, le temps ne signifie rien. » Ariane tendit sa main gauche et Victor glissa l'anneau de sa mère à son annulaire. La bague s'ajustait parfaitement, comme si elle avait toujours été destinée à orner cette main. Cette fois, pas de chambre séparée, dit-elle avec un petit sourire à travers ses larmes. Cette fois, pas de masque, promit Victor en caressant sa joue. Plus jamais de masque avec toi. Il l'embrassa alors, mais ce baiser était différent de celui de cette nuit dans le bureau, moins désespéré, moins urgent, mais infiniment plus prometteur. C'était le baiser de deux personnes qui choisissaient de s'aimer malgré leur peur, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de leur premier mariage. Ils restèrent longtemps enlacés au milieu des lavandes, parlant de leur avenir, de leurs projets, de tous ces mots qu'ils ne s'étaient jamais dit. Victor lui proposa de garder le studio en Provence comme refuge, un endroit où il pourrait venir se retrouver loin des obligations parisiennes. Ariane accepta, touchée qu'il comprenne son besoin de préserver cette sérénité qu'elle avait trouvée loin de lui. « Et ton travail au musée ?» demanda Victor. « Julien m'a proposé de superviser une exposition sur les impressionnistes, en Provence l'année prochaine. Je pourrais partager mon temps entre Paris et ici. Et moi, je pourrais apprendre à déléguer davantage, » dit Victor, « à ne plus me réfugier dans le travail pour éviter l'intimité. » Ils rentrèrent ensemble vers Paris le lendemain, mais ce n'était plus le même couple qui avait quitté la capitale 2 semaines plus tôt. Victor conduisait d'une main, l'autre posée sur celle d'Ariane, et ils parlaient, vraiment parlaient, pour la première fois de leur relation. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ?» dit Ariane, en regardant défiler le paysage. « Ce n'était pas que tu ne m'aimes pas, c'était que tu ne me voyais pas. Pendant 4 ans, j'ai eu l'impression d'être transparente. Je te voyais, » murmura Victor. « Je te voyais trop bien. Chaque sourire, chaque geste, chaque tentative de rapprochement. Mais j'avais trop peur de répondre. Et maintenant ? Maintenant, j'ai plus peur de te perdre que de t'aimer. » De retour dans la demeure Belmont, ils prirent ensemble la décision symbolique de transformer le bureau de Victor, ce lieu où leur amour était né, mais aussi où leur mariage avait failli mourir, en bibliothèque commune. Les meubles froids et impersonnels furent remplacés par des étagères accueillantes, des fauteuils confortables où ils pourraient lire ensemble le soir. « Plus de refuge », dit Victor en regardant les ouvriers démonter son ancien bureau. « Plus de forteresse où s'enfermer. » Madame Dubois pleurait de joie en les voyant porter leurs affaires dans la même chambre, celle d'Ariane, plus chaleureuse et personnelle que la suite masculine de Victor. 6 mois plus tard, Ariane organisait au musée d'Orsay un vernissage exceptionnel sur l'amour dans l'art impressionniste. Victor était là dans le public, la regardant avec cette fierté et cette admiration qu'elle avait tant attendue. Il ne se cachait plus derrière son masque froid, et tous leurs amis remarquèrent le changement radical de leur relation. Après la conférence, il la rejoignit et l'embrassa devant tout le monde, geste simple mais révolutionnaire pour cet homme qui avait passé sa vie à contrôler ses émotions en public. « Je suis fier de toi », lui murmura-t-il à l'oreille, « et je t'aime. » Ces mots qu'elle avait attendus pendant des années résonnaient maintenant naturellement entre eux, échangés plusieurs fois par jour, comme des cadeaux précieux qu'ils n'avaient plus peur d'offrir. Leur mariage était enfin devenu réel. La lumière dorée de l'été provençal filtrait à travers les volets de la chambre, caressant doucement le visage d'Ariane qui s'éveillait lentement. Victor dormait encore à ses côtés, un bras passé possessivement autour de sa taille, et elle sourit en observant cet homme qui était devenu son véritable époux. Même dans son sommeil, il la serrait contre lui, comme s'il craignait encore qu'elle disparaisse. 2 ans avaient passé depuis leur réconciliation dans les champs de lavande, et leur amour avait mûri comme un bon vin de Bordeaux. Les premières semaines avaient été difficiles. Il avait fallu réapprendre à se faire confiance, à communiquer sans se blesser, à construire sur les ruines de leur premier mariage. Mais chaque obstacle surmonté avait renforcé leur lien. « Bonjour, ma belle endormie », murmura Victor en ouvrant les yeux, ce sourire tendre qu'il ne réservait qu'à elle illuminant son visage. « Tu es réveillée depuis longtemps ?» demanda Ariane en se blottissant contre lui. « Quelques minutes. J'aime te regarder dormir. » Il déposa un baiser sur son front. « Tu es encore plus belle enceinte. » Ariane porta instinctivement une main à son ventre,
où grandissait leur premier enfant. 5 mois de grossesse qui avaient transformé Victor en mari, encore plus attentionné et protecteur. Cette paternité à venir l'émouvait au point qu'elle l'avait surpris plusieurs fois les larmes aux yeux en regardant des échographies. « Il bouge beaucoup ce matin », dit-elle, en sentant le bébé s'agiter. Victor posa sa main sur son ventre arrondi, et immédiatement, comme s'il reconnaissait sa voix, leur enfant se calma. « Il t'écoute déjà », sourit Ariane. « J'espère qu'il n'aura pas ton côté têtu. »« Mon côté têtu nous a permis de nous retrouver », répliqua Victor en l'embrassant tendrement. « Sans ça, je n'aurais jamais eu le courage de te poursuivre jusqu'en Provence. » Ils descendirent prendre le petit déjeuner sur la terrasse de leur maison, pas le petit studio qu'Ariane avait loué lors de sa fuite, mais une belle bastide qu'ils avaient achetée ensemble l'année précédente. Victor avait insisté pour qu'elle ait un véritable atelier de peinture et Ariane avait aménagé un bureau où il pouvait travailler à distance sans pour autant s'isoler d'elle. « Camille arrive cet après-midi avec les enfants », rappela Ariane en buvant son thé aux fruits rouges. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas d'avoir toute la famille ce week-end ?»« Ta famille est ma famille maintenant », répondit Victor avec sincérité. « Et puis, j'aime voir comme tu rayonnes quand ta sœur est là. » C'était l'une des transformations les plus remarquables de Victor, son ouverture aux autres, sa capacité nouvellement acquise à partager Ariane avec ses proches au lieu de la garder jalousement pour lui seul. Il avait même développé une relation chaleureuse avec Camille, qui avait fini par lui pardonner après avoir vu ses efforts sincères pour rendre sa sœur heureuse. « Et ce soir, on dîne chez les Montclair », ajouta Victor avec une pointe d'amusement dans la voix. « Oh mon Dieu, j'avais oublié !» Ariane éclata de rire. « Tu crois que Madame de Rochemont sera là ?»« Probablement, et cette fois, je la remettrai à sa place si elle ose te manquer de respect. » Ariane lui prit la main avec tendresse. Lors du dernier dîner chez les Montclair, 6 mois plus tôt, Victor avait effectivement défendu Ariane avec une férocité qui avait laissé toute l'assemblée bouche bée. Quand Madame de Rochemont avait osé faire une remarque condescendante sur les petites activités artistiques d'Ariane, Victor s'était levé et avait déclaré devant tout le monde « Ma femme est l'une des conservatrices les plus respectées de France. Si vous ne savez pas reconnaître l'excellence quand elle se trouve devant vous, c'est que votre éducation a été défaillante. » Le silence qui avait suivi avait été mémorable, et depuis, personne n'osait plus critiquer Ariane en présence de Victor. Ils passèrent la matinée à peindre ensemble dans l'atelier d'Ariane. Victor avait découvert qu'il avait un talent insoupçonné pour l'aquarelle, et ils aimaient partager ces moments créatifs où le temps semblait suspendu. Ariane travaillait sur une série de toiles représentant leur amour renaissant, des paysages provençaux empreints d'une sérénité lumineuse qui contrastait avec les œuvres sombres qu'elle créait pendant leur séparation. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre réconciliation ?» demanda Victor en mélangeant des bleus sur sa palette. « Que ce qui s'était passé cette nuit dans mon bureau était la seule chose vraie qu'il y ait jamais eu entre nous ? Je m'en souviens. Tu avais tort. » Il posa son pinceau et la regarda intensément. Cette nuit était juste le début. Tout ce qui a suivi ces 2 dernières années, chaque jour où nous nous choisissons encore, c'est ça, la vraie vérité entre nous. L'après-midi, l'arrivée de Camille avec ses jumeaux de 6 ans transforma la maison paisible en joyeuse pagaille. Victor, qui avait grandi seul dans le silence austère de la demeure Belmont, découvrait les joies du chaos familial. Il courut dans le jardin avec les enfants, les porta sur ses épaules, et Ariane sentit son cœur fondre en imaginant le père merveilleux qu'il allait devenir. « Il a vraiment changé », murmura Camille, en observant Victor, qui aidait les jumeaux à construire une cabane. « Nous avons changé tous les deux », corrigea Ariane. « J'ai appris à exiger le respect que je mérite, et lui a appris à donner l'amour qu'il gardait enfermé. » Le soir, au dîner chez les Montclair, Victor ne quitta pas Ariane des yeux. Il la regardait parler avec admiration, posait fièrement sa main sur son ventre quand elle expliquait ses projets d'exposition post-maternité et n'hésitait plus à l'embrasser en public. Cette démonstration d'amour, si naturelle maintenant, faisait encore sensation dans leur cercle social habitué à les voir distants. « Vous formez un couple magnifique », leur dit sincèrement Madame Montclair. « On sent que vous vous aimez vraiment. »« Maintenant, oui », répondit Ariane en serrant la main de Victor. « Il nous a fallu du temps pour apprendre, mais nous y sommes arrivés. » Plus tard, sur la route du retour vers leur bastide, Victor et Ariane roulaient en silence, mais c'était désormais un silence paisible, complice. Les étoiles de Provence brillaient au-dessus d'eux, et l'avenir s'ouvrait devant eux comme une promesse infinie. « Aucun regret ?» demanda Victor en garant la voiture. « Aucun », répondit Ariane sans hésitation. « Même nos erreurs nous ont menés ici.
Et ici, c'est exactement où je veux être. Dans la chambre baignée de lune, ils s'endormirent enlacés, leur enfant bougeant doucement entre eux comme une bénédiction. Leur amour avait survécu au silence, à la peur, à l'orgueil. Il était maintenant plus fort que tout, bâti sur des fondations solides de respect mutuel, de communication et de courage partagé. Victor Belmont et Ariane Chevalier avaient enfin trouvé leur voie vers le bonheur. Après avoir lu cette histoire émouvante de Victor et Ariane, nous aimerions connaître votre opinion. Croyez-vous que Victor méritait une seconde chance après des années de froideur et d'indifférence? Ou Ariane aurait-elle dû aller de l'avant et reconstruire sa vie avec quelqu'un qui l'aurait valorisée dès le début? Certaines personnes disent que 4 années de silence émotionnel sont impardonnables, tandis que d'autres croient que le véritable amour vaut tous les sacrifices quand il y a un repentir sincère. Et vous, resteriez-vous ou partiriez-vous définitivement? Votre participation à la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.